Le Portugal est situé à l'extrémité de l'Europe, avec de hautes montagnes qui le séparent de l'Espagne et de vastes estuaires ouverts sur l'océan Atlantique. Cette situation géographique a incité les Portugais à chercher fortune sur la mer. À la fin du XIVe siècle, ce petit pays d'à peine 1 million d'habitants lança des caravelles à la recherche de nouvelles voies de navigation. L'époque prestigieuse du Portugal a duré 1 siècle et demi jusqu'au milieu du XVIe siècle. Au cours de cette période, les Portugais découvrirent la route des Indes et le Brésil. Ainsi naquit un empire commercial et colonial, et Lisbonne, cité bâtie sur l'estuaire du Tage, devint la plus riche et la plus splendide ville européenne de l'époque. Lisbonne compte 800 000 habitants, 2 millions avec les habitants de la banlieue. Vue de la mer, la ville semble uniforme et très lumineuse, mais en réalité, elle possède plusieurs facettes. Bâtie sur des collines, elle est formée de quartiers à l'aspect et aux fonctions diverses. Les pentes, parfois très raides, sont gravies par des lignes de tramway et par les funiculaires. Aujourd'hui encore, Lisbonne surprend par sa douceur, par la gentillesse de ses habitants et par l'attention portée aux détails et aux souvenirs du passé. Voici un exemple, avec une étrange statue de l'écrivain Fernando Pessoa, placée sur la terrasse du café Brasileira, dont il était un habitué. Pessoa est un des plus grands écrivains du XXe siècle européen. Son existence fut tranquille. Employé dans une entreprise commerciale, il mena une double vie d'écrivain et de rond de cuir. L'événement qui bouleversa totalement la physionomie de la ville fut le tremblement de terre de 1755. La reconstruction rationnelle qui fut alors entreprise donna à Lisbonne un aspect moderne. On trouve un souvenir de ce cataclysme dans les ruines de l'église du Carmo, qui était l'une des plus grandes églises gothiques de la ville. On peut arriver au Beiro Alto, la ville haute, au sommet d'une des collines de Lisbonne, en empruntant l'un des plus célèbres ascenseurs de la ville, celui du Santa Justa. Les ascenseurs permettent de gravir les pentes dans une cabine élégante et confortable. De la terrasse, on peut voir les quartiers du centre du XVIIIe siècle et le dédale de l'Alfama, la partie la plus ancienne de Lisbonne. La musique poignante et mélancolique du fado monte du vieux quartier avec ses ruelles et ses maisons accrochées les unes aux autres, comme dans une casbah. Dans l'Alfama, les racines arabes de Lisbonne sont encore très sensibles. Ces maisons qui ont résisté au tremblement de terre, en raison probablement de leur forme et de leur dimension réduite, nous donnent une image de ce qu'était Lisbonne au Moyen-Âge. Plusieurs hypothèses circulent quant aux origines du fado, qui était déjà populaire à Lisbonne
à la fin du siècle dernier. Certains soutiennent qu'il était d'origine brésilienne, d'autres y décèlent des influences arabes, voire tziganes. C'est le chant par excellence de la nostalgie et du regret, attribué suivant les cas aux esclaves, aux navigateurs ou bien encore aux émigrants que des raisons économiques chassaient loin de chez eux. De ce labyrinthe de ruelles émerge la cathédrale romane patriarcale avec son cloître. C'est dans cette partie de la ville que sont réunis les souvenirs les plus anciens de Lisbonne. Près de l'église se trouvait le théâtre romain et à l'emplacement de la cathédrale se dressait la mosquée des morts, dominateur de la ville. La cathédrale est un symbole de la victoire des chrétiens sur les Arabes, remportée au XIIe siècle par Alphonse Ier Henriquez, le fondateur de l'État portugais. L'Alfama est dominée par la petite église de Santa Lucia, littéralement tapissée d'azulejos, des carreaux de céramique typiques de l'artisanat portugais. Dans la partie la plus haute de l'Alfama se dresse le château Saint-Georges, construit par les Visigoths, puis transformé en forteresse par les Arabes et enfin modifié après la conquête chrétienne. Ses murailles et ses terrasses offrent un panorama incomparable sur la vieille ville et le Tage. Contrastant avec le quartier médiéval de l'Alfama, la Bexa, avec ses rues et ses places régulières, est née d'un des programmes d'urbanisme les plus avisés du XVIIIe siècle. Le caractère monumental de la ville basse est une conséquence du tremblement de terre de 1755. Le marquis de Pombal, qui fut l'artisan de la reconstruction, s'inspira des concepts prédominants de l'Europe du XVIIIe siècle et imagina une ville rationnelle formée d'un réseau de rues perpendiculaires s'ouvrant de temps à autre sur une vaste place. La Rua Augusta est la rue principale de la Bexa, le quartier des magasins et des vieux commerces. L'architecture des édifices est uniforme, obéissant en cela au choix du marquis de Pombal. La hauteur des édifices, ainsi que le choix des matériaux, firent l'objet d'un choix particulier, car ils devaient être en mesure de résister à un nouveau séisme. C'est dans ces rues, dont les noms évoquent les anciennes corporations, que l'on trouve les filigranes d'or et d'argent, un art légué à Lisbonne par ses ancêtres arabes. La Rua Augusta, qui part de la place du commerce au bord du Tage, mène à la Praça de Dom Pedro IV, plus connue sous le nom de Rocio. Cet endroit est le véritable cœur de Lisbonne. Il présente toutes les caractéristiques d'une grande place métropolitaine d'Europe. La statue d'un de ses rois, des fontaines allégoriques, un grand théâtre qui en est la façade monumentale. On y trouve aussi, comme souvent à Lisbonne, des lieux intimes et élégants, comme le kiosque international en style Liberty et le café Nicolas. Sur le côté de la place du Rocio, à l'emplacement de l'ancien palais de l'Inquisition, se dresse aujourd'hui le Teatro Nacional Dona Maria. La statue au centre de la place est celle du roi Pedro IV qui lui a donné son nom. Le Rocio existait déjà au Moyen-Âge, mais sa forme actuelle date du XVIIIe siècle.
droite du théâtre, sur la petite place São Domingos, se trouve un vieux débit de boisson qui sert un délicieux apéritif à la griotte. De l'autre côté du Rocio s'ouvre une autre place presque identique à la précédente, Praça da Figueiras, avec ses magasins et ses édifices monumentaux. Bien qu'il soit le centre officiel de la ville, ce quartier a conservé une grâce un peu vieillotte, sereine et tranquille. Tout près de là, on peut admirer un autre monument typique de l'architecture de Lisbonne. Il s'agit de la gare, construite à la fin du XIXe siècle et qui ressemble à un palais des Mille et une nuits. Vu du ciel, le centre de Lisbonne se distingue très clairement avec le bloc compact formé par le damier de la Baixa, flanqué de Chiado, le quartier le plus élégant de la ville, avec le Largo de Tiaco et la Praça de Camões. Véritable façade de Lisbonne, la place du commerce s'ouvre au sud sur le Tage. Cette place, l'une des plus grandes places d'Europe, forme un grand rectangle bordé de longs portiques à arcades délimités par un arc de triomphe. Au centre se dresse la statue équestre de Dom José Ier. Avec sa décoration un peu démodée, le restaurant Martino da Arcada est une véritable institution. Au mur, des portraits du poète Pessoa, qui était un habitué. Les wagons colorés et brillants du tramway sont un excellent moyen de découvrir Lisbonne, à condition de ne pas être pressé. Les lignes de tramway entrent et sortent des quartiers touristiques pour emprunter des rues très étroites et gravir les collines. Outre les tramways appelés électricos, on trouve aussi les funiculaires blancs et jaunes qui permettent de franchir des côtes vertigineuses. Le tramway fait le bonheur de ceux qui recherchent la découverte fortuite. On longe des petites places ombragées et accueillantes, comme la place des Fleurs. On observe de véritables scènes de vie quotidienne. On a presque le sentiment de violer le secret de la conversation d'autrui. Et on aperçoit parfois des façades surprenantes, comme celle de la Casa dos Bicos du XVIe siècle. On atteint enfin les lumineux Miradouros, d'où l'on domine l'estuaire et d'où l'on peut imaginer très loin de là le fabuleux continent perdu du Brésil. Le funiculaire est très lent, mais il est particulièrement utile pour transporter un paquet trop lourd. Les harmonieux paysages, ouverts sur l'infini, incitent à la rêverie éveillée.
Il provoque une coupure entre le monde réel de la ville et le monde du rêve désormais lointain et empreint de nostalgie avec ses pays exotiques et fabuleux. Pour cet état d'âme, les Portugais ont un nom. Ils l'appellent saudade. C'est un sentiment complexe fait à la fois de regret, de fatalisme, de désir inassouvi et de poésie. Le restaurant Tavares, fondé au XVIIIe siècle, est un symbole du passé opulent de Lisbonne. Les miroirs, les cristaux, l'or et les stucs forment le cadre de véritables festins. La cuisine portugaise est composée essentiellement de poissons, des simples sardines grillées à la morue, dont il existe, dit-on, 365 recettes différentes, une pour chaque jour de l'année. Les soupes de poissons et de crustacés, les soupes à base de choux et de saucisses, le porc à la portugaise, servi avec des fruits de mer, sont quelques-unes des spécialités de cette cuisine. En tramway ou en bateau, on peut se rendre à Belém, faubourg situé à l'ouest de Lisbonne, au bord du Tage. C'est là qu'on trouve le plus grand nombre d'édifices de style manuélin, sorte de gothique tardif très orné, qui représente au Portugal la transition vers la Renaissance. La tour de Belém en est le symbole le plus manifeste. Sa forme rappelle celle d'un navire prenant la mer. Ses motifs ornementaux à base de croix, de caravelles, de nœuds et de symboles mauresques illustrent parfaitement le tempérament portugais. Religiosité, esprit d'aventure, goût de l'ornementation. C'est du port de Belém, tout proche, que partirent les expéditions à la recherche de nouvelles voies de navigation. C'est ici que se trouve le Padrao dos Descobrimentos, un grandiose monument moderne érigé à l'occasion du 5e centenaire de la mort d'Henri le Navigateur, l'un des grands rois portugais. Le monument dédié aux découvertes maritimes est orné des statues des rois et des navigateurs de cette grande époque. Les Portugais se définissent comme des découvreurs et non comme des conquérants. En effet, ce sont surtout les Espagnols qui ont créé des empires coloniaux dans les terres nouvellement découvertes. Belém est connu non seulement pour ses monuments, mais aussi pour ses délicieuses pâtisseries que l'on peut déguster dans cet endroit vieillot à l'ambiance chaleureuse. Les curieux découvriront que les poutres entrecroisées que l'on aperçoit dans la salle à manger sont en réalité d'anciens dispositifs antisismiques. Belém, quartier privilégié de Lisbonne, possède également un palais royal entouré d'un grand jardin de plantes exotiques ainsi que le plus grand monument de la ville, le monastère des Géronimos, près duquel se dressent les bâtiments du musée d'archéologie et d'ethnologie, ainsi que le spectaculaire musée de la marine, avec ses galions, ses caravelles, ses galères, ses embarcations de tous les genres et de toutes les époques. Une collection qui retrace on ne peut mieux l'histoire de ce peuple de navigateurs.
monastère des Géronimos fut construit au début du XVIe siècle. Il est considéré comme un chef-d'œuvre de l'architecture manuéline. L'église, chef-d'œuvre de l'art manuélin, abrite les tombeaux de Vasco de Gama, le navigateur, et de Camões, le poète national portugais, auteur des Lusíadas, récit épique des voyages de Vasco de Gama. Le cloître forme un grand carré de 55 mètres de côté, délimité par 2 galeries superposées. Les piliers et les pierres placées entre les 2 ordres d'arcades sont ornés de caravelles, de tresses végétales, de médaillons, de nervures, de silhouettes étranges qui semblent sortir des colonnes. Une véritable anthologie de l'art manuélin dont se dégage malgré tout un sentiment de sobriété. Le moderne et le traditionnel se mêlent. Le Christ roi qui domine la ville sur la rive méridionale du Tage évoque Rio de Janeiro, tandis que le pont du 25 avril est un des ouvrages publics les plus gigantesques de ces 30 dernières années en Europe. Il relie les 2 rives de l'estuaire. Sa partie centrale fait un peu plus d'1 kilomètre, tandis que l'ouvrage entier en fait plus de 3. Lisbonne est en train de changer. Le quartier populaire d'Amoreiras a été en grande partie rasé pour laisser la place à un vaste complexe moderne. Son constructeur Tavera s'est inspiré des tours médiévales, mais a joué avec les marbres et les couleurs qui contrastent avec l'homogénéité du centre historique de Lisbonne. Voici un autre aspect de la ville moderne. Il s'agit de l'avenue de la Liberté, l'Avenida da Liberdade, large de 90 mètres, qui relie le quartier de Rocio à la place du marquis de Pombal, connu sous le nom de Rotunda. Cette avenue plantée d'arbres dans le style de la fin du 19e siècle est la vitrine internationale de la ville, comme les Champs-Élysées pour Paris ou la Via Veneto pour Rome. C'est dans cette partie de la ville que se trouve la Praça de Touros, la place des arènes. La corrida portugaise est moins cruelle que la corrida espagnole. Pour éviter de mettre en danger la vie du torero, le combat se déroule essentiellement à cheval et les cornes du taureau sont recouvertes de cuir. Pour se faire une idée du luxe de la grande capitale d'un empire colonial, rien ne vaut une visite au Musée national des carrosses, où sont exposés des carrosses royaux des 4 derniers siècles. Cet amour du luxe et de l'ornement, qui s'amplifie à l'âge baroque, est l'un des traits qui témoignent de la longue domination arabe sur le Portugal. Les palais royaux sont un autre témoignage de ce luxe, en particulier le petit Versailles de Queluz, construit au milieu du XVIIIe siècle, avec grande profusion de jardins à la française, de jeux d'eau, de statues et d'azulejos.
forme actuelle, les azulejos, carreaux de faïence bleue et blanc d'origine mauresque, sont toujours les mêmes depuis l'invasion, malgré l'influence de la faïence de Delft. Les thèmes sont très variés. Événements historiques, motifs religieux, caravelles, motifs abstraits. Le cloître du couvent de Madre de Dios abrite le musée de l'azulejo, dont certains carreaux datent du XIVe siècle. L'intérieur de l'église est orné de carreaux de faïence bleue qui forment un mélange étrange avec les dorures baroques. Les environs de Lisbonne offrent de splendides paysages, ainsi que des plages à la mode comme Estoril et Cascais. Plus au nord, dans les villages de pêcheurs, le retour des bateaux de pêche donne lieu à des scènes pittoresques. À l'intérieur des terres, sur les collines de Sintra, se trouvent 3 demeures historiques fabuleuses. Le Castelo dos Muros, dont il ne reste que des ruines, le Castelo da Pena et l'ancien palais royal rebaptisé Palacio Nacional. Ce dernier se caractérise par 2 cheminées coniques monumentales, par ses cours intérieures et par les splendides azulejos qui décorent ses salles. La partie centrale du palais, construite à la fin du XIVe siècle en style gothico-mauresque, rappelle l'Alhambra de Grenade. La décoration de la salle des Pis est une attaque directe contre les mauvaises langues, symbolisée justement par les Pis, qui avaient mis en doute la fidélité du roi à sa femme. Voici maintenant la salle des Arabes, avec une fontaine centrale, et la salle des cygnes avec son plafond du XVIe siècle orné de cygnes peints et d'azulejos. En revanche, le château de Pena évoque les édifices extravagants construits par Louis II de Bavière. Ce château moyenâgeux est en fait l'œuvre de 2 Allemands, l'époux de la reine Marie II et son architecte qui le firent bâtir au milieu du XIXe siècle. Malgré les rapprochements insolites entre des tours gothiques et des coupoles de style Renaissance, entre des fantaisies mauresques et des fenêtres manuélines, l'ensemble est plutôt agréable et amusant. Le sentiment religieux des Portugais a joué un rôle extrêmement important à l'époque des découvertes, lorsqu'il s'agissait de convertir au christianisme des peuples sauvages ou réputés tels. Mais il occupe toujours une place de premier ordre dans la vie de ce pays. Le sanctuaire de Fatima rappelle l'apparition de la Vierge à 3 jeunes bergers pendant la Première Guerre mondiale et les prophéties qui n'ont jamais été révélées.
Les moulins à vent caractérisent la région de l'Estrémadure, au nord de Lisbonne. C'est ici, parmi les collines et les vallées balayées par le vent, que furent construits les principaux centres religieux du Portugal. Fatima, le monastère de Mafra, et surtout le monastère de Batala, érigé en souvenir de la bataille qui permit au pays de s'affranchir de la domination espagnole à la fin du XIVe siècle. Avec leurs pinacles et leurs chapelles, l'église et le couvent de Batala font penser à certaines cathédrales anglaises, sans doute pour plaire à la reine Philippa de Lancaster, qui était d'origine anglaise. La chapelle du fondateur, couverte d'une coupole octogonale et entourée d'arcades dentelées, abrite les tombeaux du roi et de sa femme, ainsi que les tombes d'autres souverains portugais. Derrière l'abside, un portail monumental mène au Capellas Imperfectas, ou chapelles inachevées. La pierre de ce portail, considérée comme le chef-d'œuvre de l'art manuélin, est travaillée comme de la dentelle. Les motifs géométriques se mêlent à différents niveaux, laissant apparaître l'influence de l'Extrême-Orient. Les chapelles inachevées, bien visibles d'en haut, sont au nombre de 7. Elles sont disposées de façon à former avec le portail un espace octogonal. Cet espace vide, qui ne fut jamais recouvert d'une voûte, a un charme indéfinissable, comme si désormais seul le ciel pouvait être sa véritable toiture. Le cloître royal, d'environ 50 mètres de côté, est entouré d'arcades ornées d'une sorte de grille de pierre ouvragée. Les effets de lumière, créés par les motifs ornementaux de la pierre, évoquent les édifices arabes. Dans son ensemble, Batala représente la meilleure synthèse des différents éléments qui ont contribué à la formation du caractère et de l'art portugais. L'influence ornementale arabe, la légèreté du gothique d'Europe du Nord et l'esprit d'aventure qui s'exprime ici non plus dans la navigation, mais dans l'architecture. Après les plages à la mode d'Estoril, Cascais et de Guincho, commence la côte rocheuse de l'Atlantique qui s'achève avec le Cabo da Roca. Voici Boca do Inferno, où les vagues de l'océan viennent se briser sur les rochers. On peut réellement imaginer que le monde qui nous est familier s'arrête là, et qu'au-delà, il n'y a plus que l'inconnu. Camões dit dans un de ses poèmes « Ici la terre finit et la mer commence ». Le cap de Cabo da Roca, qui surplombe des criques sablonneuses, marque l'extrémité occidentale du continent européen. La présence du phare atténue à peine la désolation de ce lieu. Ce sentiment de désarroi s'est peu à peu transformé en une envie irrésistible de partir. La peur de l'inconnu est devenue fièvre de découverte et l'aventure du Portugal a commencé.